Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast où on parle des différents comportements qui ont un impact sur l'émergence de notre plein potentiel. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, donc mon invité, ce ne sera pas le même, le même format habituel. Je reçois la psychiatre, médecin psychiatre, Dr. Marie-Claude Côté. Donc, j'ai voulu faire aujourd'hui une émission spéciale suite à vos questions, entre autres sur l'anxiété, le trouble d'anxiété généralisée. Donc, elle vient pour pouvoir déstigmatiser, partager de l'information ensemble. Donc, c'est un épisode différent des autres. Elle vient en tant qu'experte pour pouvoir nous parler de tous ces éléments-là et je suis agréablement contente de cet épisode qu'on vient tout juste de terminer d'enregistrer ensemble puisqu'on est allé sur différents sujets. On a parlé, oui, de l'anxiété, on a parlé de ce qui est normal, de aussi défaire ce qui est, où est-ce que ça devient, où est-ce que ça tend vers où est-ce que ça nuit à notre fonctionnement, en fait? Quand est-ce qu'il faut consulter? Quand est-ce que c'est surtout problématique? Donc, on a parlé anxiété, trouble d'anxiété généralisée, le TAG. On a juste glissé quelques mots en lien avec le PTSD sans élaborer. On est allé même aborder la crise de panique, le trouble de panique. Donc, on est allé toucher différents sujets que je ne pensais pas qu'on aurait été élaborés. Et même, je vous encourage fortement à écouter le podcast au complet et à le partager, non seulement pour toutes les informations riches qui sont partagées, qu'elle est venue nous nommer, mais il y a aussi des trucs, des conseils, des pistes de solutions parce qu'il y a énormément de pistes. Il y a aussi certains comportements, certains éléments qu'on a nommés qu'il ne fallait pas faire parce qu'on fait normalement, c'est une réaction normale, mais qui nuit et qui peuvent générer quelque chose de, j'aime pas ça dire pire, mais par exemple, l'anxiété qui pourrait tendre vers la dépression. Donc, et oui, on a aussi parlé un peu de la dépression. Et je vous encourage fortement à partager l'épisode, non seulement pour aider le plus de gens possible à comprendre ce qu'ils vivent, les mots MAUX, pouvoir mettre des mots MOT dessus. Et à la fin, un petit moment qui m'a vraiment touchée, fait chaud au cœur. Je vous laisse écouter l'épisode jusqu'au bout. Donc, Dr. Côté nous a partagé un petit moment émouvant, je vous dirais. J'en dis pas plus, à vous d'écouter l'épisode. Donc, comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à m'écrire ou à partager vos commentaires, trucs et astuces aussi sous la vidéo. Et sur ce, bonne écoute. Bonjour, Dr. Côté. Bonjour Mélanie. Tout d'abord, c'est un honneur pour moi, puis un grand merci d'avoir accepté de venir sur l'épisode. Merci de l'invitation. J'apprécie énormément. En fait, aujourd'hui, comme j'ai nommé dans l'introduction, c'est un épisode spécial, puisque habituellement, mes invités ils viennent pour se vulnérabiliser, parler d'eux, partir de leur expérience, mais avec toi, c'est pas exactement ça. Avec toi, je t'ai demandé de venir en tant qu'experte, dans le fond, parce que tu es médecin psychiatre, donc pour venir échanger, entre autres, sur l'anxiété. Fait que merci beaucoup. Fait que ça va être un épisode un peu différent des autres. Ça ne sera pas tes expériences personnelles, mais plutôt professionnelles et toute ton expertise. Oui. Merci de l'invitation. Merci à toi. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Fait qu'un gros merci, j'apprécie vraiment parce que, en fait, j'ai eu beaucoup de demandes, c'est sûr. Il y avait Marie-Soleil Valin qui avait parlé de sa propre anxiété dans le podcast. Mais là, les gens, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas clair pour la plupart des gens. C'est quoi de l'anxiété? Donc, on va défaire tout ça, aussi les fausses croyances, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui. Mais avant qu'on commence, Dr. Côté, ça fait bizarre de t'appeler de même. On va expliquer pourquoi. Ouais. Bon, on va lâcher le sérieux un peu, là. Ouais, oui, c'est sûr, c'est un épisode plus sérieux, mais quand même. Faut pas être sérieusement. Mais là, ça va être plate, cette affaire-là. C'est tellement en fait, oui, mais tu sais, là, c'était comme, comment je peux dire, je vais te présenter parce que, ben, t'es médecin psychiatre, t'as une expertise en psychiatrie, t'as toujours travaillé comme médecin psychiatre, mais aussi, on va l'avouer, t'es mon ami. Oui. Mais c'est pour ça que ça me fait étrange. Depuis longtemps, on est des bonnes amies. Oui, fait que c'est pour ça, pour moi, c'était un peu bizarre. Puis c'était frette là, de dire Docteur Côté. Je me suis retrouvée il y a plusieurs années. Oui, quand on s'est connus. Oui. Fait que je pense que c'est important. En tout cas, ça serait le fun de partager, c'est qu'on s'est connus. Vas-y. Donc, en fait, on s'était connus à Saint-Luc quand on travaillait à l'unité de psychiatrie des toxicomanies, qui est avec le CHUM. Je dis Saint-Luc, mais dans le fond, on était au CHUM. Donc, avant
avant, il y a fort longtemps, avant le nouveau CHUM. Oui. On était dans l'équipe avec Didier, Dr Didier Jutraswad, psychiatre, et Dr Florence Chanu. Oui. Puis dans le fond, toi, tu étais la psychiatre une des psychiatres dans l'équipe et moi, infirmière clinicienne. C'est comme ça qu'on s'est connus au niveau professionnel pour commencer. Oh, oui, carrément. Vraiment comme ça. Vraiment comme ça. Ça a été... j'ai eu cette invitation-là aussi de l'équipe là-bas pour faire un remplacement. Puis ça a été un beau cadeau. Et ça a été un beau cadeau d'abord. C'est drôle, c'est comme si on remettait qu'on jouait des rôles de il y a 15 ans. C'est vrai! C'est vraiment, on s'est remis dans, comme quand on faisait du travail clinique ensemble où on était assez neutre, impartial et c'est par la suite, je suis restée à peu près 1 an là-bas, 10-12 mois. Oui. Puis, on est resté en contact parce que je suis infirmière à la base, Mélanie ne le dit pas, mais moi, je dis toujours, je suis allée en psychiatrie parce que je m'ennuyais un peu de mon rôle. J'ai fait mon bac en sciences infirmières comme toi à l'Université de Montréal, fini en 98. Puis après, j'ai appliqué à l'École de médecine. Ils m'ont pris. Merci. Mais vraiment, l'aspect contact, relation d'aide, ça manquait beaucoup. Puis je le dis toujours que j'ai terminé j'ai choisi la spécialité de psychiatrie parce que dans le fond, moi, j'étais infirmière. Fait que ça me ferait un plaisir aussi doublement parce que je suis médecin, psychiatre, mais à la base, je suis vraiment infirmière. Ça a été mon premier contact avec les gens souffrants dans ma vie. Puis ça, on a ça en commun. Je pense que c'est ça vraiment qui nous a... Ça a connecté tout de suite, en fait. Tout de suite, parce que on partait au niveau professionnel. Oui, au niveau professionnel. Puis après, veut pas, quand on fait... moi, ma vulnérabilité que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment au niveau professionnel. C'est qu'en fait... les médecins, surtout les médecins qui sont en relation d'aide, donc autant des médecins omnipraticiens, il y en a qui sont meilleurs que moi en psychiatrie, en première ligne, là. On n'est rien sans notre équipe d'infirmières, de thérapeutes. Toi, tu es les deux, tu es psychothérapeute. On n'est rien sans notre infirmière, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute. Ça, c'est vraiment l'aspect très vulnérable que les gens ne savent pas. Un psychiatre, ça n'a pas toutes nécessairement, là, ça n'a pas toutes les réponses. Et puis, moi, tout seul dans mon bureau avec mon pad de prescription de pilules, ce n'est pas ça, être psychiatre. Et sans la vulnérabilité, c'est ça. Mm-hmm. Je te l'offre. C'est vraiment, moi, j'ai dit, Mélanie, pourquoi tu m'invites? Parce que je n'ai pas la réponse. C'est pas moi qui gère tout. Mm-hmm. Là, moi, je suis une petite pointe. Je vais apporter mon expertise aux neurosciences, mais j'ai toute une équipe à côté de moi. J'ai jamais rien fait tout seul. Donc, voilà. C'est vraiment beau. Oui. Là, je vais arrêter de dire ma docteur. On va se dire Marc-Claude puis Mélanie. On va dire Marc-Claude comme d'habitude, là. Ça n'a pas d'allure. Parce que de ça, on est resté très en contact. Après, je suis retournée dans un autre milieu hospitalier. Puis, j'avais plus la chance d'avoir une équipe, ni une psychothérapeute comme toi. Mais quand même, on est resté en contact à ce niveau-là, au niveau... Oui, ça a tout de suite cliqué. Bien, d'ailleurs, merci de partager ce que tu viens de partager. Puis, je trouve que c'est beau aussi la reconnaissance que tu as, tu sais, de dire, ben je suis pas toute seule là-dedans, c'est toute l'équipe, puis la part de tout le monde. Puis c'est quelque chose, en fait, je me rappelle quand on travaillait ensemble, que les gens aussi, les autres, reconnaissaient et appréciaient, là, pas juste moi, là. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, quand on était à Saint-Luc, je dis Saint-Luc, là, mais c'est avec le CHUM. Centre hospitalier universitaire de Montréal, oui. Exact. Oui. L'unité de psychiatrie des toxicomanies, qui était, juste pour situer les gens qui écoutent, c'était, ben si elle l'a encore, ça existe encore. C'est pas parce qu'on n'est plus là que ça n'existe plus. D'ailleurs, on salue Didier, docteur Jutraswad. Bonjour à toute l'équipe là-bas. Qui est toujours là. Oui, toute l'équipe au complet. C'est une équipe merveilleuse. Puis, dans le fond, c'est une équipe de 3e ligne qu'on traite autant la santé mentale que la toxicomanie. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Tout de suite, au niveau professionnel, ça allait tout de suite, en fait... C'est incroyable comment qu'on collaborait bien puis que ça donnait des bons résultats. J'aime pas ça dire résultats, mais comment que les gens y allaient de mieux puis on avait vraiment une belle complicité pas forcé, au niveau professionnel. C'est naturel. Oui, tout à fait. Puis je pense que les gens le ressentaient. Ça aidait aussi au lien de confiance et tout. Et dans l'accompagnement qu'on apportait aux patients. Donc, puis suite à ça, ben nous, on est restés en contact puis notre amitié s'est développée. Une très belle amitié d'ailleurs. Oui. Que j'apprécie beaucoup. C'est gentil. Je renvoie les mêmes compliments. Là, c'est naturel. C'est agréable. Oui, vraiment. Ça apporte beaucoup, je pense, que quelqu'un qui est dans notre vie,
comme toi, ça apporte beaucoup. Ça apporte énormément. Merci. Ouais. Bien, la même chose pour toi, Marie. Je trouve bon, je suis rendue à Marie. Ben, Ils m'ont dit bon. Maintenant, Oui, on Marie. est proches, on est proches. On est parti de Docteur Côté, Ouais. Marc-Claude, Marie. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'un gros merci. J'apprécie vraiment que tu sois ici. Donc, là, maintenant qu'on a situé les gens de où c'est qu'on s'est connus, puis pourquoi je vais t'appeler Marie à travers le podcast, puis plus Docteur Côté. Oui, tu viens pour ton expertise, mais donc, on est amis. Et je crois que c'est aussi une des bonnes raisons. Tu me l'as dit beaucoup. C'est pour toi que j'accepte. J'accepte pour toi. Oui. C'est pas mon naturel de faire des médias. Vous m'avez jamais vu dans les médias. Je me considère comme quelqu'un qui veut juste accompagner, qui veut. Je veux dire, je ne vais pas dans les médias. C'est pas. J'ai le goût de reprendre ma zone de confort. Là. C'est pas ma zone de confort du tout. Mais ça me fait vraiment plaisir. Puis je le sens même pas aujourd'hui, comme c'est une rencontre, comme on a des rencontres depuis 2010. Donc, ça me fait plaisir vraiment. Exact. Merci beaucoup. J'apprécie tellement. Puis oui, c'est vrai que tu fais pas ça habituellement. Puis ça te sort de ta zone de confort. Oui. et donc, j'apprécie énormément. Ça me fait vraiment chaud au cœur que tu aies accepté. Puis le but, ben c'est comme toujours, comme qu'on a toujours fait ensemble, c'est d'aider puis d'inspirer les gens. Donc, un grand merci. Maintenant, on va commencer avec le vif du sujet. Ce que j'aurais aimé qu'on regarde ensemble aujourd'hui, à travers toutes tes connaissances et ton expertise, puis peut-être des fois, on va partager aussi des histoires avec des anciens patients si jamais ça vient. On verra bien ce qui se présente. Mais parce que l'anxiété, souvent, les gens, ils ne savent même pas c'est quoi. Il y en a qui en vivent, ils n'ont aucune idée ce que c'est. Tu sais, on a eu des partages, des commentaires suite au podcast avec Marie-Soleil. Valin, il y a des gens qui disaient « Oh mon Dieu, tu sais, j'ai réalisé que je vivais de l'anxiété juste parce qu'elle partageait comment elle se sentait puis ses pensées, tu sais. » Puis j'aimerais ça qu'on départisse c'est quoi l'anxiété, qu'est-ce qui est normal, mais qu'est-ce qui devient pas normal, mais quand on peut tendre aussi vers le trouble d'anxiété généralisée, qu'on dit un tag, là, on est plus dans le diagnostic. Ouais. On peut se permettre aujourd'hui, si je peux t'aider là-dedans, on peut aller là-dedans, au meilleur de mes connaissances. Là, c'est vraiment... En fait, c'est ça, hein, c'est important parce que l'anxiété, c'est une émotion que les êtres humains vont vivre. On est des mammifères. Il y a, dans le règne animal des mammifères, il y a des animaux qui vont être totalement non anxieux versus des animaux qui vont être très anxieux. Donc, c'est une émotion que c'est un large spectre. Certaines personnes ne vont jamais vivre, excepté dans un gros stress, un gros événement stresseur, versus des gens qui vont en vivre un peu plus. En fait, c'est normal d'en vivre. On en vit tous, mais à un certain niveau différent. L'anxiété, c'est un peu l'appréhension d'un certain danger. Hein. C'est un réflexe qu'on doit remercier parce que ça fait qu'on a survécu. Oui, hein, dans le passé, si on retourne dans le temps des mammouths. Ben, la théorie de Darwin, hein, l'espèce d'adaptation de l'écosystème, en fait, ça a permis à l'être humain. Parce que c'est sûr que quand on fait nos études en psychiatrie, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi l'être humain est si attaché avec la théorie de l'attachement? Ça nous a permis de survivre, d'être attachés, de prendre soin des plus petits devant nous. La théorie, c'est justement le fait d'être inquiet, de nature inquiète et de vouloir prévenir le danger, de sentir le danger, le mammouth, l'ours devant nous. Ça reste quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et surtout dans des contextes sociaux. Hein, on va ouvrir sur le biopsychosocial là, en psychiatrie. Les diagnostics en psychiatrie, c'est toujours biopsychosocial. C'est toujours global. C'est pas juste une cause, puis on parlera pas juste des neurones puis des médicaments, mais peut-être qu'on n'en parlera même pas. Mais c'est vraiment... La génétique est très forte pour l'anxiété. Au niveau de biologie, il y a des circuits de biologie qu'on développe suite à des traumas aussi. Malheureusement, des expériences difficiles, des problèmes au niveau de l'attachement plus jeune. Et là, c'est toute la psychologie qui embarque. Et il y a l'aspect social. Donc, je parle du social tout de suite parce que c'est sûr qu'en contexte social difficile actuellement, ça fait du bien, ton podcast. Ton podcast fait du bien. Nous ramène un peu à essayer de s'enrichir. Hein. Je dis toujours, si on n'est pas tout seul pour traverser quelque chose, on peut le traverser. On a plus de chances de le traverser. Puis, en contexte social, bien, on va vivre l'anxiété quand, au niveau des stresseurs, il y en a plus. Comme actuellement, beaucoup de crises économiques, beaucoup de souffrances, beaucoup de... Oui, voilà. Donc, ça augmente de nous d'anxiété. Ça augmente énormément. Il y a des moments de crise dans l'histoire des humains. Et ça, c'est sûr qu'on va en vivre plus. Fait que c'est pas une vision de l'esprit. C'est depuis 2020, on a une accumulation là, suite à la COVID et aux différents impacts. Oui, qui a touché tout le monde. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans ton livre. Tu pars, toi, de ton expérience, mais cette expérience-là, beaucoup l'ont vécu, là, de dire, bien, finalement, je vis beaucoup plus d'anxiété depuis 2020.
qui peut être normal. Et nous, on intervient vraiment au niveau médical. Il faut que je comprenne, c'est pas une maladie de faire de l'anxiété. C'est vraiment quand là, notre fonctionnement est atteint. Oui, puis c'est ça que je veux qu'on démystifie aujourd'hui, justement, que, premièrement, que les gens comprennent c'est quoi de l'anxiété, puis c'est normal dans la vie. Puis aussi, des fois, qu'à un moment donné, ça devient, j'aime pas dire le mot normal, mais quand ça nuit à notre fonctionnement, c'est là que c'est important d'aller consulter. Ouais. Fait que si on part comme ce que tu expliquais de ce que j'ai bien compris, bien, tu me diras, j'ai bien compris. Je suis là, moi, j'ai bien compris. Tu me diras si j'ai pas bien compris, mais dans le fond, l'anxiété a toujours fait partie de l'être humain et c'est certainement, clairement, quelque chose qui nous a permis de survivre à travers les époques. On parlait des mammouths dans l'ancien temps parce que, dans le fond, l'anxiété, c'est l'anticipation de quelque chose, c'est d'essayer d'anticiper un danger. En fait, c'était un danger, une menace à notre vie. Puis, l'affaire qu'il y a, c'est que notre cerveau est fait comme ça. Et aujourd'hui encore, même si on n'a plus de mammouth devant nous, même si notre vie n'est pas en danger comme dans cette période-là dans le temps qui nous a permis de survivre, justement, mais notre cerveau, il réagit de la même façon. Ouais. Donc, quand on vit un stress ou une anxiété, c'est une réaction à une menace à notre vie. Par contre, c'est perçu ou réel. C'est ça? Exactement. Perçu ou réel. Oui. Ou réel et perçu. Oui. Donc, quand il y avait le mammouth, ça, c'était réel. Mais maintenant, j'aime bien donner l'exemple avec les étudiants qui ont un examen. Bien, d'avoir un examen vendredi, c'est pas une vraie menace à leur vie. C'est une menace perçue. Par contre, le cerveau, il réagit de la même façon, là. De la même façon. Oui, exactement. Avec tous les réflexes, je pourrais pas tout rentrer, mais le réflexe au niveau de l'anxiété, je pense, Dr. Sonia Lupien l'explique très bien dans son livre. Je pense que tu y fais référence dans d'autres podcasts au niveau, je suis pas meilleure qu'elle, hein? Tu devrais l'inviter un jour, mais au niveau des voies, là, des voies adrénergiques, cortisol, l'effet du stress aigu, chronique, c'est des voies très bien connues, là, qu'on réagit vraiment. Dans des contextes de survie, mais comme on a été sélectionné, qu'on a survécu, votre lignée a survécu, bien, c'est sûr que la frange inquiète, tendance à l'anxiété, est plus présente, présente. Mais c'est sûr que si on sort, si on vit de l'anxiété qui vraiment devient envahissante, je vous dirais, tu sais, c'est vraiment l'aspect, on vit de l'anxiété, mais on continue de fonctionner. C'est pas envahissant. On est tous anxieux pendant quelques minutes, quelques heures quand on a un examen. C'est normal. C'est normal de vivre une anxiété. C'est normal. Puis, juste pour spécifier, en fait, je l'adore, Dr. Sonia Lupien. Puis oui, je fais souvent référence à elle. Elle était experte, une chercheure experte au niveau de l'anxiété, justement, et son livre « Par amour du stress » que j'adore aussi. Oui, c'est vrai que je fais souvent référence, même dans mon livre. Donc, elle a nommé aussi que des déclencheurs, j'aime bien son acronyme qui est CINE. Les déclencheurs de l'anxiété, on a le C pour... J'ai un blanc. Attendez, j'ai un blanc. Il y a l'imprévisibilité. Voyons, j'ai un blanc. Je ne sais pas par cœur. J'ai un blanc. Le dernier, c'est l'ego, l'imprévisibilité. En fait, c'est la preuve que c'est la preuve que c'est vraiment comme une explication, une belle explication neurobiologique de la réponse d'un être humain attendu devant un stress. Il y a l'inconnu. Ouais. L'imprévisibilité. Il y a l'ego. Hey, mon Dieu. Comment ça, j'ai un blanc comme ça? J'en reviens pas. Ça va me revenir. Ça va revenir. Puis on coupe pas au montage, on laisse ça de même. On laisse ça comme ça. C'est ça l'authenticité. Personne n'est parfait. Blanc, puis j'enseigne ça, c'est ça le pire. Oui, mais c'est complètement correct parce que ça fait partie de ce qui est normal et attendu. Hein? Tu sais, quand on va voir un psychiatre, c'est vraiment quand vraiment, ce n'est plus dans la range qu'on connaît de réaction, que ça devient très envahissant. Et on n'a plus le contrôle. Hein. C'est pour ça qu'il y a un beau chapitre sur tous les troubles anxieux. Donc, c'est sûr que moi, je connais moins cette partie-là parce que ça reste que c'est une... Ça, c'est dans tout ce qui est normal. Dans tout ce qui est normal, dans tout ce qui est non pathologique. C'est sûr que le psychiatre, dans toute son équipe, va avoir des références d'êtres humains, de personnes souffrantes, mais où on pense un peu plus, on n'est plus dans le cadre de la santé mentale, mais vraiment dans le cadre du trouble. Du trouble mental. Bon, je vais juste finir avec mon histoire avant qu'on aille, quand ça devient problématique, mais sincèrement, je ne me rappelle vraiment pas de l'acronyme, mais je vais quand même y aller de manière générale. L'anxiété, c'est quoi? En fait, l'anxiété, c'est tout ce qui est de l'imprévisibilité, tout ce qui nous génère de l'inconfort en lien avec tout ce qu'on ne peut pas prévoir, tout l'inconnu, tout ce qui vient... par rapport à l'ego, juste pour spécifier, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui nous questionne au travail par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à notre dossier qu'on a accompli, puis là, oups, ça vient nous générer un inconfort.
Donc, l'anxiété, c'est normal. C'est dans nos pensées. Tu me reprendras si y a quelque chose que je dis de pas correct, mais c'est dans nos pensées, puis c'est de l'anticipation. Puis l'anticipation, mais des scénarios négatifs, des catastrophes qui pourraient arriver. Donc, on s'imagine, il pourrait faire telle affaire. Tout ce qui est nouveauté va générer de l'anxiété. Donc, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de tout planifier, tout prévoir. Ça peut être très épuisant, ça aussi. Fait que de vivre l'anxiété, puis pas en avoir conscience, puis d'être pris dans ça avec des patterns de compensation, je pourrais dire, bien, ça peut être très épuisant. Parce que, par exemple, quelqu'un qui ne tolère pas la nouveauté ou l'imprévisibilité va prendre beaucoup de temps puis beaucoup d'énergie à tout planifier, à tout faire à l'avance. Je vais donner un exemple. Là, mettons, demain, il y a une activité. C'est supposé être le fun, là. Une activité, exemple, avec les enfants, aller, je dis n'importe quoi, aller au zoo. Bien là, de ne pas savoir, il va-tu faire beau, va-tu faire pas beau, va-tu pleuvoir, va préparer tout en conséquence, préparer tous les repas, mais de la surplanification, puis ça reste que ça va rester anxiogène puis préoccupant. La personne va penser beaucoup à ça, beaucoup de temps à l'avance aussi. Donc, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans les pensées puis dans l'espace-temps, alors que, OK, go, on prépare notre lunch, on choisit nos vêtements le but est complètement obnubilé. Oui. La fin qu'on recherche, l'activité qui est supposée être plaisante. Avoir du fun, exact. Il est complètement obnubilé par justement ces boucles-là d'anxiété, de prévision, de tout prévoir. Et on arrive finalement à l'activité complètement épuisée. Exactement. Et on n'aura pas de fun. Donc, c'est un peu, tu l'exprimes bien que ça c'est quand ça devient vraiment envahissant, on avance vers le trouble. On avance vers le trouble. Exact. Ouais. Fait que là, de vivre l'anxiété, c'est normal, mais quand que ça devient envahissant, puis quand c'est nous qui n'avons plus le contrôle, dans le fond, quand que ça devient envahissant, quand ça perdure dans le temps, bien là, ça va jouer sur notre humeur, ça va jouer sur notre énergie. Donc, c'est là que ça commence à devenir problématique parce qu'à un moment donné, ça joue sur nous-mêmes, notre bien-être, puis sur notre fonctionnement de manière générale sur le long terme. On s'entend pas juste après une semaine ou après quelques jours. Et ça peut aussi arriver de manière ponctuelle que c'est correct. C'est correct si j'ai une période d'examen ou si j'ai quelqu'un de malade dans ma famille, je vis un événement particulier pendant un certain temps, de manière ponctuelle, je suis plus sur l'anxiété. Mais dès que ça reste sur le long terme, c'est là que ça devient plus problématique. Oui. Là, ça me fatigue, je m'excuse. Là, le ciné, ça me fatigue de ne pas m'en rappeler. Et là, je vais me le sortir de la tête. Ce que je vais faire, je vais vous l'écrire sous la vidéo sur YouTube. Ciné. Oui, je ne sais pas si... je ne suis pas encore experte de podcast. Je ne sais pas si sur Spotify puis tout ça, je vais pouvoir vous l'écrire sous l'enregistrement, mais c'est sûr, sur YouTube, je vais mettre... Oh, moi, j'y pensais déjà plus. Moi, ça me fatigue, je comprends pas. Puis là, c'est sûr que plus je vais focusser dessus, je m'en rappellerai pas. Je suis lâcher prise, hein? Moi, je fais beaucoup de je vais faire pareil. Donc, j'ai tellement de plaisir avec toi que c'est une bulle qui est disparue. Fait que je vais le laisser partir, cette pensée-là, puis je vous mettrai l'acronyme, la signification sous la vidéo. Fait que on passe à autre chose. Puis aussi, l'aspect compensatoire là, qui devient... Parfois, en fait, quand l'anxiété devient très envahissante, rester ouvert au fait que nos proches vont nous le dire avant nous. Nous, on va se rendre compte qu'on dort moins, qu'on est tout le temps sous tension. On va arriver vers le trouble d'anxiété généralisée, là, qui implique qu'on l'a pendant au moins 6 mois. Fait quand on dit que c'est sur le long terme, c'est Marie, ça. ce que tu dis, je m'excuse de te couper, mais je trouve ça important ce que tu es en je trouve ça important ce que tu es en train de prendre le temps de dire avant qu'on se rende au tang, que l'impact que ça a sur les proches, puis tout ça, parce que c'est pas... je me réveille, aujourd'hui, je fonctionne. Hier, j'étais fonctionnelle, puis aujourd'hui, je ne le suis pas. Là. Il y a une progression. Puis ce que tu es en train de nommer, mais c'est des signaux d'alerte que... on peut se rendre compte, mais surtout, souvent, ça va être les proches qui vont se rendre compte davantage. Les proches qui vont nous dire que on a certains symptômes d'anxiété, mais l'anxiété, je vous dirais que c'est très sournois. C'est une maladie, j'ai l'impression, qui colle, qui rentre comme un serpent, qui va aller s'installer. Et c'est tellement graduel que la personne elle-même, avant qu'elle en arrive au trouble et qu'elle réalise qu'elle va avoir un trouble, c'est pas du jour au lendemain qu'on va dire « Oh, là, j'ai des comportements compensatoires ». Parce que les comportements compensatoires peuvent être perçus comme des comportements très positifs. Pour maintenir... elle est super organisée, elle sait où ce qu'elle s'en va, elle planifie tout. Oui, alors que ça peut devenir très envahissant et très autodestructif. Le surentraînement. L'entraînement, c'est bon, mais le surentraînement, en fait, pour s'auto-traiter avec des endorphines, ce n'est pas bon quand on est désorganisé dans le reste. Donc ça, c'est souvent la famille, tu sais, quand on va s'entraîner pendant 6 heures de temps par jour pour diminuer ses pensées anxieuses.
ça devient un peu excessif quand on n'est plus capable de balancer dans sa vie sociale, personnelle. On tombe dans l'excès. On tombe dans l'excès, en fait. Autant que dans l'excès au niveau des maladies addictives, des maladies d'addiction. Oui, ça peut être au niveau de la consommation. Ça peut être au niveau de la consommation. Souvent, je l'entends dans mon bureau. Ça a commencé, je prenais un petit verre de vin au souper, puis là, oups, je sentais la pression qui relâche, je sentais que là, enfin, dans ma tête, là, ça arrêtait de spinner. Puis là, juste avec un petit verre de vin, là, ça me permet de décanter. Quand que le verre de vin, là, à un moment donné, là, ça venait plus, c'était plus juste, ça serait le fun, une petite coupe de vin, que le souper, c'était, j'ai hâte à mon verre de vin pour relâcher la pression. Il faut que je le prenne. C'est un signe. Ou il faut que j'aille m'entraîner, puis je suis pas capable de quitter avant 5 heures, 6 heures de temps, quitte à avoir des blessures. C'est vraiment les blessures qui vont nous arrêter. Ça peut être un autre signe aussi. Mais c'est sûr que plus on bascule vers le trouble, parce que c'est pas une ligne claire non plus. Hein, on n'a pas toutes les réponses, nous, là. Quelqu'un vient consulter, comme médecin de famille aussi, médecin de première ligne. On va essayer de faire le tour avec lui, mais c'est vraiment, la famille peut être... C'est pour ça qu'on implique souvent les membres des proches pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils perçoivent, eux autres, au niveau du trouble. Là. Fait que c'est intéressant. Oui, puis je rajouterais ce que tu dis, c'est qu'en plus, on est tous uniques, il n'y a pas deux personnes pareilles. Non. Donc, tout ce qu'on nomme, c'est des exemples. C'est pas tout le monde que ça va avoir un impact sur la consommation, sur l'entraînement. C'est des exemples qu'on donne. Puis, il y a d'autres manières aussi que les gens vont remarquer quand on parle des proches, par exemple, vont trouver que, la personne s'isole de plus en plus, elle est plus irritable, elle va moins participer. Ça peut être les amis aussi qui vont remarquer comme elle fait moins d'activité sociale. Parce que moins qu'on va bien ou qu'on manque d'énergie, qu'on est préoccupé, ce qu'on va mettre de côté, c'est pas les tâches puis notre travail. Là. C'est sûr qu'on va faire nos tâches, nos responsabilités puis le travail. Ce qu'on va mettre de côté en premier, c'est les choses qu'on fait pour le plaisir. Donc, on va arrêter d'aller à nos activités plaisantes ou les sorties où on va sauter certains soupers. Donc, ça peut être des signaux aussi qu'il y a quelque chose. Vraiment, et là, on rentre dans les troubles anxieux, là, où vraiment, plus on s'approche des symptômes. L'anxiété, c'est une maladie, quand on parle des troubles anxieux, il y en a différents troubles anxieux, mais en général, l'anxiété a beaucoup de symptômes physiques. C'est ce qui en fait une maladie où on doit connaître. Vous savez, les médecins psychiatres, on reste quand même très proches du corps humain. On est des médecins. Donc, les voies biologiques puis l'expression de l'anxiété se fait chez beaucoup de personnes de façon très physique. Donc, la personne va... c'est quoi les symptômes physiques? Oui, les symptômes physiques, qu'on va plus aller vers le trouble d'anxiété généralisée. Souvent, le médecin de famille ou l'infirmière praticienne, par exemple, l'infirmière clinicienne va être la première à entendre les notions de fatigue. Beaucoup la fatigue, la difficulté de concentration, l'irritabilité, qui est vraiment une fracture par rapport au fonctionnement intérieur. Le terme fracture est bon parce que une maladie, c'est une maladie au niveau psychiatrique, neuropsychiatrique, c'est aussi, je pense que c'est comme une fracture. Il faut le voir comme une fracture, comme au niveau du corps. Il n'y a plus ce grand départage-là maintenant en neurosciences, puis avec il y a toute une médecine, là, le brain-body medicine, où c'est vraiment, on a un corps et une tête. Ce n'est plus séparé. Hein, on a des voies nerveuses. À part entière. À part entière. La santé mentale, la santé mentale, physique, c'est un tout. Oui, c'est un tout. On n'arrête pas d'être médecin au niveau physique avec les signes d'appel. Bien au contraire, il faut éliminer une maladie physique quand on voit. Oui, parce que les gens, ça va arriver souvent que, en fait, ce que d'autres médecins de famille vont me partager, surtout, c'est que les gens, quand ils vont arriver, les gens qui ne savent pas qu'ils vivent de l'anxiété, ils ne vont pas arriver dans le bureau et dire « je vis de l'anxiété ». Là. Parce que en passant, à part, c'est sûr, là, on s'en allait vers le trouble d'anxiété généralisée, le TAG, mais l'anxiété, monsieur, madame, tout le monde n'a pas besoin de consulter un médecin pour ça. Mais si on est envahi puis ça perdure, on a des symptômes physiques. Donc, les gens vont aller consulter le médecin de famille en disant j'ai des douleurs, j'ai de la fatigue, beaucoup des douleurs musculaires. Des tensions musculaires au niveau des céphalées, des céphalées de tension au niveau du cou, du dos. Le haut des épaules, les tensions. Le haut des épaules. Le trouble d'anxiété généralisée, c'est vraiment une maladie à expression somatique. C'est pour ça que votre médecin, c'est la première personne à qui en parler, votre infirmière praticienne, ou si vous avez une infirmière clinicienne au CLSC qui vous suit en collaboration avec les médecins au GMF, votre psychologue aussi, qui peut aussi vous recommander d'aller consulter. Le médecin est toujours une bonne porte d'entrée.
le médecin généraliste la première ligne. Oui, puis s'assurer qu'il n'y a rien d'autre au niveau physique, s'assurer parce que d'abord les et avant symptômes, tout. au début, c'est physique. Là, on a parlé des douleurs, mais il y a aussi, au niveau gastrique, là, il y en a qui vont dire « j'ai du reflux ». Moi, j'ai de la dyspepsie. Exact. Donc, il y a toutes sortes d'éléments, des symptômes physiques, souvent, les gens, quand ils vont parler. Un élément aussi que j'entends souvent, c'est « j'ai plus de mémoire tout d'un coup ». Troubles cognitifs, attention, concentration. Ça, c'est un autre grand classique. Les gens pensent qu'ils développent une démence ou qu'ils vont des troubles neurocognitifs ou plus jeunes, ils vont dire « j'ai un trouble déficit de l'attention ». Alors qu'en fait, c'est un diagnostic différentiel très important. Votre médecin de première ligne et l'infirmière praticienne est apte à regarder ça. Mais souvent, c'est pas ça. C'est l'anxiété en dessous. Oui, c'est vraiment en rencontrant votre médecin qui va aussi faire un bilan pour être sûr que la thyroïde est correcte, la formule sanguine complète. Donc, vraiment, quand on pense que là, c'est vraiment où que les gens autour de nous qui nous aiment vont dire, écoute, il y a vraiment une fracture dans ta vie. Quand tu dis une fracture, il y a un changement dans ton comportement. Oui, c'est ça. C'est vraiment une fracture. C'est ça. Par rapport à ton fonctionnement. C'est ça. Les gens vont dire, je ne me sens plus la même, moi qui étais si performante, un robot, un Terminator devant la tâche. Je faisais tout dans la maison sans problème, sans fatigue, Maintenant, je ne suis plus capable. J'ai une espèce de fonctionnement, je ne suis plus capable. Plus de concentration. Donc, c'est sûr que c'est important d'aller s'ouvrir en première ligne, d'aller le dire. Oui, il y a l'aspect toujours important d'aller voir un psychologue aussi, mais au moins d'avoir une petite rencontre pour aviser son médecin, de dire, je pense aller voir un psychologue, mais je vais être sûre qu'au niveau physique. Parce que l'anxiété, quelqu'un qui va arriver en disant, moi, je suis anxieux, c'est rare. Oui, ils vont dire... On va plus s'identifier quand justement ce n'est pas un trouble. C'est pas un trouble, on l'identifie, on dit non, moi là, je suis très nerveuse, je vais prendre action pour devenir moins nerveuse avec tous tes beaux podcasts justement. Pour dire comment... C'est le but de partager l'information. Oui. Parce que l'anxiété qu'on n'est pas dans le trouble, c'est possible en fait, d'apprendre à gérer. Là. Il y a toutes sortes de stratégies qu'on a parlé dans notre podcast. Ça répond aux interventions que tu nous enseignes. Ça répond aux interventions de base, là, comme avoir de saines habitudes de vie, faire des activités plaisantes, avoir de l'exposition. Oui, ça fonctionne aussi avec tous tes trucs. Si ça ne fonctionne pas et qu'on perd un peu le fonctionnement, on s'en va vers le trouble. Exact. Là, on y va dessus, là, vers le trouble. Moi, j'ai pas les réponses absolues, mais en fait. Écoute. Non, puis le but du podcast, là, c'est pas un cours à l'université. C'est pas un cours universitaire. On n'est pas en train de donner un cours pour que les gens deviennent médecins, vraiment pas. Puis le but, c'est pas de diagnostiquer. Le but, c'est juste de partager de manière générale l'information pour amener plus de clarté aux gens. Puis ceux qui écoutent, s'ils se disent, peut-être peut-être que ça me ressemble. Puis en fait, c'est très souffrant, l'anxiété, surtout quelqu'un qui vit un trouble d'anxiété généralisée. Donc, d'être capable... Écoute, ce podcast-là permet à une personne de se reconnaître, de mettre des mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X. Mais on va avoir... Ce podcast-là va avoir eu plus que sa raison d'être. Donc, c'est le but du podcast. Fait que, sans donner un cours universitaire... Ça, c'est plate, là. On ne veut pas donner un cours. On va rester on a du fun, nous. On va rester dans le plaisir. Que vous voyez un peu... C'est pas la fin du monde, surtout pas les troubles anxieux, c'est les troubles les plus prévalents avec la dépression. Si on parle de tous les troubles anxieux, on ne pourra pas les repasser toutes, là, mais troubles d'anxiété généralisée, troubles obsessionnels compulsifs, phobie sociale, phobie spécifique et le trouble panique. En tout, selon les études là, de prévalence canadienne, dans une vie, c'est environ 22 à 25 de personnes qui vont coter pour des critères de troubles anxieux. On ne verra pas tous les critères. Beaucoup de gens, là. Oui, et il faut... Et en fait, c'est des maladies de performants. Hein? C'est qu'à un moment donné, on a toujours été performants. Et c'est comme si, à un moment donné, on n'est plus capable là, d'en tolérer autant. Donc, souvent, c'est des gens très organisés, très performants. Il ne faut pas voir ça comme une maladie mentale grave. C'est pas considéré comme ça. C'est considéré comme un trouble qu'un psychiatre peut aider à traiter, mais la plupart des gens qui sont atteints d'un trouble anxieux vont être soignés par leur médecin de première ligne au niveau, merci, les médecins de famille, les amis praticiens, les infirmières praticiennes, les infirmières cliniciennes. Ils vont être diagnostiqués et soignés en première ligne. Donc, surtout, la première phase, là, la première chose qu'on voulait aborder, c'est de déstigmatiser. Oui. En psychiatrie, il y a des maladies très lourdes qui nécessitent un suivi psychiatrique.
On n'est pas là-dedans avec le trouble anxieux. Pas du tout. Les non, troubles pas besoin de voir un anxieux, psychiatre en fait, c'est juste les troubles très sévères, genre les PTSD très graves, les troubles de stress post-traumatique très graves, les troubles obsessionnels compulsifs très graves. Mais là, on est ailleurs. Là, on est ailleurs complètement. Le TSPT, c'est vraiment post-trauma, c'est autre chose. L'anxiété créée malheureusement par un trauma, c'est complètement autre chose. On n'est pas là-dedans. L'anxiété, comme le plus souvent qu'on va traverser, c'est le trouble d'anxiété généralisée, qui est très prévalent. La prévalence est très élevée, proche de... Écoutez, c'est plus que la dépression qui est 10 % de la population au cours d'une vie, mais ça peut aller jusqu'à 20 %. C'est très, très prévalent. Et il y a tout un spectre de gravité. Mais le trouble d'anxiété généralisée, c'est vraiment d'avoir une anxiété généralisée sur plein de sujets qui nous tournent constamment dans la tête, qui nous envahit pour au moins 6 mois. Puis c'est du matin au soir, hein? J'ai des patients, là, des clients qui me disent, là, je me lève le matin, là, puis mes pensées sont envahies, ça spinne, puis je sens il y en a qui me disent, là, je sens la boule, là, la pression dans la poitrine ou dans la gorge ou dans le ventre. C'est pas tout le monde, c'est pareil. Puis c'est que peu importe, même s'ils font les trucs que je leur conseille, l'exposition, la respiration, ça reste, là, ça persiste. C'est une tension interne indescriptible. Plusieurs de mes patients décrivaient, je suis sur le 220 volts constamment, docteur. Je suis allée consulter, je suis allée faire de la thérapie, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment, là, toujours être irritable, être fatigué. C'est au moins 3 symptômes sur 6 symptômes physiques. Et ça doit durer 6 mois et plus. Parce que c'est pas quelque chose de réactionnel ou de trouble, comme un trouble de l'adaptation qui fait suite à un stresseur aigu qui s'en va dans les 3 mois après que le stresseur se soit enlevé. Le TAG, c'est l'anxiété de type anxiété généralisée, ça colle. Et là vient tout l'aspect génétique, OK? Ça, il y a une partie génétique dans ça. Et il faut se déculpabiliser pour ceux qui écoutent. On a beau avoir toutes les meilleures habitudes de vie du monde, écouter tous les podcasts, dont ton podcast, Mélanie, mais tous les podcasts de bien-être, de santé mentale, d'équilibre. Puis même s'ils prennent soin d'eux, ils mangent bien, font de l'exercice, ça perdure, ça va au-delà de ça. Ça peut, en fait, il faut prendre ça comme un diagnostic, par exemple, de diabète. Okay. Malheureusement, c'est très fort en génétique, le diabète, en maladie physique. L'hypertension aussi. On aura beau couper le sel, avoir de très bonnes habitudes de vie, bien manger, bien dormir, faire de l'exercice, quelqu'un peut développer un diabète. OK? Ce ne sera pas parce qu'il ne sait pas. Il y a des gens minces qui développent un diabète, qui n'ont pas de surpoids, par exemple, qui n'ont pas d'autres facteurs de risque. Connus en médecine, et ils vont développer un diabète. Ou d'autres personnes qui sont très en forme, qui vont faire un infarctus, une crise cardiaque, en bon terme, qui s'entraînent, mais que la génétique est tellement forte. Ça a un impact. Oui, c'est vraiment l'anxiété, it runs in the family, comme on dit en anglais. Ça a tendance à coller puis d'être très, très, très pénétrant dans les gènes. Donc, il faut surtout se déculpabiliser. Si vous développez des troubles anxio-dépressifs, c'est très, très, très présent dans les gènes au niveau biologique. Donc, pardonnez-vous. Ce n'est pas parce que vous prenez... Des fois, ça peut être parce qu'on a un épisode où on prend moins soin de soi. Mais vraiment, on voit des gens, beaucoup, tu dois en voir beaucoup. Oui. On en a vu beaucoup qui n'avaient aucune... je n'ai pas le goût de dire raison, mais que vraiment... Mais ils prennent soin d'eux. Ils gèrent bien les situations, leur travail, ça va bien. Il y en a qui m'arrivent et ils me disent, je comprends pas, heureuse. Mais c'est ça, je devrais être bien, ma vie va bien, ça va bien dans mon couple, j'adore mon travail. Oui, il y a les choses du quotidien, comme tout le monde, les problèmes, les conflits, les choses, mais la personne me dit, mais si je regarde ça de manière générale, j'ai aucune raison de me sentir... En fait, c'est de la souffrance qu'ils me disent. C'est tellement souffrant à l'intérieur, ça n'a pas de sens. Puis même rationnellement, ils me disent, je suis pas capable de me ramener cette boule-là, ce mal-être. C'est de la souffrance, en fait, de la souffrance psychologique et physique. Tu sais, tantôt, on parlait des douleurs physiques parce que c'est pas juste la boule dans l'estomac ou dans la poitrine ou dans la gorge, ça dépend des gens, mais c'est aussi les tensions physiques, d'être tout le temps tendu. Donc, c'est souffrant physiquement, ce que les gens me disent, mais c'est souffrant aussi psychologiquement. C'est beaucoup de préoccupations. On n'a pas parlé aussi au niveau du sommeil. Ça a un impact sur le sommeil. L'insomnie, un autre des 6 critères, insomnie, tout à fait. Difficulté dans l'endormissement ou se réveiller. Ça spinne parce qu'il se pense à toutes sortes de choses. Des fois, puis c'est, comment je peux dire? Pas des fois, mais... Comme je disais à mes étudiants aussi, là, l'anxiété, ça ne se calme pas rationnellement. Puis ça spinne. Puis là, les gens me disent, mais la nuit, ça spinne dans ma tête. Ça dépend des gens. Il y en a qui vont avoir de la difficulté à s'endormir, mais il y en a qui vont
se réveiller plusieurs fois. Il y en a que... Chaque personne, c'est différent, mais c'est qu'ils sont préoccupés dans leur tête. Il y a toutes sortes de scénarios. Des fois, ils me disent, j'ai 4-5 hamsters qui spinent sur toutes sortes d'affaires, puis ça l'arrête pas. Puis ils sont fatigués physiquement, psychologiquement, mais ça spinne tellement, c'est tellement fort, l'anxiété au niveau du cerveau, les préoccupations, les pensées, qui n'arrivent pas à dormir. Fait qu'il y a de la fatigue aussi qui s'accumule avec le temps. Puis je veux juste faire le lien aussi avec tantôt, quand on disait, il y a des gens qui vont arriver puis qui vont dire, tantôt tu disais qu'ils pensent qu'ils font une démence ou parce qu'ils ont des troubles de mémoire. Les gens vont dire qu'ils ont des troubles de mémoire. Ou il y en a qui vont arriver et qui vont dire, c'est rendu, je fais des erreurs au travail. Oui. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, je fais ma job, j'adore ma job, je fais des erreurs, j'ai jamais fait ça. C'est pas moi, les gens se reconnaissent pas. Ça, je ne suis pas moi, j'ai une fracture dans mon fonctionnement. Oui, c'est donc, ça, c'est exactement. Vraiment biologique. Cette partie-là, très biologique, c'est des neurocircuitages. On n'entre pas tout là-dedans, mais il y a vraiment des études qui démontrent que vraiment dans la neurobiologie du cerveau, au niveau des études fonctionnelles, du fonctionnement du lobe limbique, ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Exact. Puis là, mais les gens, c'est pas ça qu'ils voient, là, ce que tu es en train d'expliquer. Ce qu'ils voient, c'est que là, tout d'un coup, ils font des erreurs. Ils se reconnaissent pas. Puis là, de faire ça, ça augmente leur stress, leurs inquiétudes. Ça spinne encore plus dans leur tête. Ils se sentent encore moins bien. Fait que tout ça ne fait que prendre de l'ampleur. Puis ça, là, juste moi, dans mon bureau, quand je leur dis, mais vous avez pas de problème de mémoire ou de... Vous êtes pas plus capable de faire votre travail, puis que je leur explique c'est quoi l'anxiété, puis c'est le fait d'être préoccupé. Pendant qu'on est préoccupé dans notre tête, dans nos pensées, bien, c'est sûr qu'on n'est pas en train d'être concentré sur la tâche qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'on fait des erreurs. Puis le meilleur exemple que... Je reviens souvent avec mes étudiants, mais c'est pas, je le vis souvent avec mes étudiants à l'université. Moi, j'adore enseigner. Ça fait plusieurs années que je donne le cours sur la santé mentale, la toxicomanie. Je connais, je ne vais pas me vanter, mais je connais très bien ma matière. Moi, je tripe, je suis passionnée et j'aime donner le cours, pas à partir d'un PowerPoint, mais à partir des expériences des étudiants. Donc, je connais très bien la théorie, en fait. Puis, ce que j'allais dire, c'est que puis je sais le cours qu'il y a des éléments, mettons, dans l'examen. Donc, je sais qu'il y a des éléments que je vais mettre de l'emphase dessus. Bon, OK, je suis en train de donner des cues, là. Peut-être pas supposé faire ça, mais en tant que professeur, bon, le cours de santé mentale, il est intense, là, et ça se donne rapidement. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des éléments que je sais très bien, que je vais nommer parce que c'est essentiel, c'est important, non seulement dans leur pratique, mais à l'examen. Fait que quand j'ai une étudiante qui vient me voir puis qui me dit « Oui, mais madame, là, je l'ai pas eu à l'examen parce que ça, vous n'aviez pas parlé. » que je sais très bien que j'en ai parlé, que je me rappelle même très bien que c'est parti de telle anecdote, en plus, telle étudiante qui a vécu telle situation, soit personnellement ou avec un patient à l'hôpital. Eh bien là, ça m'amène à dire à l'étudiante, tu vis de l'anxiété. Et là, évidemment, l'étudiante qui est comme, elle s'en vient me rencontrer pour me dire qu'il y avait une question à l'examen que j'avais pas parlé. Puis là, que je lui sors qu'elle vit de l'anxiété. Et après discussion avec la personne, puis je raconte ça parce que ça m'est arrivé plusieurs reprises, pas à chaque session, mais ça est arrivé plusieurs fois. Puis là, au final, c'est que l'étudiante a vit de l'anxiété. Puis dans mon cours, alors que moi, je sais très bien que tel élément, j'en ai parlé, puis je pourrais même lui raconter qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et là, elle réalise comme c'est vrai. Pendant le cours, elle était préoccupée par telle chose, mettons, tel élément ou tel événement. Donc, pendant qu'elle était en train de penser dans sa tête, qu'elle était préoccupée, qu'elle vivait de l'anxiété, c'est sûr qu'elle n'a rien à écouter. Pas. Exactement. Il n'y a pas de concentration, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de... Exact. Ouais, elle n'a même pas entendu ce que j'ai raconté en avant dans le cours. Donc, elle ne peut pas s'en avoir rappelé ou avoir mémorisé. Elle ne l'a même pas entendu. Donc, c'est pour ça qu'en dit à l'examen, elle n'a aucune idée, puis elle est convaincue que j'en ai pas parlé dans le cours. Donc, c'est un exemple. J'aime ça donner cet exemple-là parce que c'est tellement clair à quel point que c'est comme ça quand on vit de l'anxiété. On ne reçoit juste pas l'information parce que notre cerveau, là, tu me reprendras si je me trompe, mais pas l'attention partout. Oui, on peut penser à plein d'affaires, mais si présentement, là, dans ma tête, je suis en train de penser à ma liste d'épicerie ou à qu'est-ce que je vais faire demain, bien, c'est ça, j'aurai de la misère à suivre ou je vais pas pouvoir faire le lien dans ce que tu es en train de dire parce que je vais pas vraiment tout capter ce que tu vas dire. Les inquiétudes, c'est les pensées, on est 15-30 minutes à l'avance tout le temps. Le trouble d'anxiété généralisée, c'est comme ça. Fait que la première chose,
en fait, la phrase la pire qu'on peut faire quand quelqu'un partage qu'il y a de l'anxiété, c'est de dire « c'est juste l'anxiété ». Oui. Mon message ici, là, c'est l'anxiété peut être normale, mais on est vraiment, on vous donne un petit peu des indices de qu'est-ce qui peut être anormal. La fracture, on va le retenir. Le fonctionnement, ça ne fonctionne plus. Les symptômes physiques divers. On va retrouver aussi le sommeil, les douleurs, la fatigabilité, l'irritabilité, le 220 volts, la tension interne, une fébrilité qui ne peut être calmée. Ça shake en dedans. Ça shake en dedans. Ils disent ça. Il y en a beaucoup qui me disent ça. Ça shake en dedans. Il faut que je bouge continuellement. Il faut que je bouge continuellement, qui ne répondent pas à la réassurance ou au réconfort usuel de son groupe. Oui, parce que même s'ils vont valider, ça marche une pas. boucle. Là, on est vraiment dans le trouble avec une boucle qui n'arrête pas. Donc, vraiment, la pire chose qu'on peut faire quand quelqu'un souffre, c'est pas facile de s'ouvrir sur des troubles. Malheureusement, on est là pour essayer. Moi, plutôt de montrer que je veux dire, c'est dur s'ouvrir sur ça parce que c'est dans notre tête ce qui se passe, là, on ne comprend pas. À cause des stigmas, on est là pour vraiment défaire tout ça, que l'anxiété, c'est pas juste, ça peut être juste de l'anxiété, mais souvent, quand la personne va aller à dire « moi, je ne fonctionne plus, je crois que je suis en train de perdre la tête, ce n'est plus juste de l'anxiété. Il faut vraiment accompagner et vraiment pas juste dire « respire ». Ou des choses tu t'inquiètes pour rien. Tu t'inquiètes pour rien. Vraiment, quand elle dit « je ne fonctionne plus, mon fonctionnement n'est plus pareil, j'ai tous ces symptômes-là physiques ». Si on parle du trouble panique, les symptômes physiques, les troubles paniques, c'est vraiment, les gens connaissent plus ça parce que les crises de panique, c'est environ 15% des gens qui vont en faire, une fois dans leur vie, puis ce n'est pas juste de l'anxiété. C'est pas juste avoir une crise de panique, il n'y a rien là. Extrêmement souffrant. On pourrait peut-être nommer c'est quoi exactement la crise de panique. Je trouve ça intéressant que tu nommes ça, Marc. Ouais. Parce que la crise de panique aussi, c'est quelque chose de souffrant. Extrêmement souffrant. C'est pas juste une crise de panique. Non, puis c'est encore pire que ce qu'on est en train de parler au niveau du TAG. Puis une crise de panique, tout le monde peut en faire une. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Et ce n'est pas parce qu'on fait une crise de panique qu'on a un TAG ou qu'on a des problèmes ou même un trouble. trouble panique, on peut en avoir un dans n'importe quel. C'est un symptôme, en fait. On peut avoir un trouble panique, mais aussi on peut vivre juste une crise de panique sans avoir aucun trouble, puis ça peut être ponctuel. Et il y en a même nocturne. Donc, on va se réveiller la nuit et faire une crise de panique. Et là, pour ceux qui écoutent, c'est quoi ça, la crise de panique? C'est bien beau, je dis ça. Donc, c'est vraiment... Souvent, les gens vont avoir l'impression qu'ils vont mourir. Donc, c'est vraiment intense. Et ça dure... C'est limité dans le temps, la crise de panique. Ça apparaît tout d'un coup. C'est le développement subi d'un malaise intense, impliquant généralement des symptômes cardiovasculaires. La personne ne se dira pas « je suis inquiète », elle va avoir peur de mourir. Elle va avoir peur d'un incident dans son corps très difficile. Et il y a à peu près 12 à 15 symptômes qui peuvent se développer. Oui, puis il y en a qui vont s'en aller même en ambulance à l'hôpital parce qu'ils vont penser qu'ils sont en train de faire une crise cardiaque. Essoufflement, poids dans la poitrine. Ils sont certains de faire une attaque, une crise cardiaque ou un accident vasculo-cérébral. Oui, ça a l'air, c'est très, très souffrant. C'est intense. L'impression qu'on va mourir. Étourdissement, l'impression qu'on fait, parce qu'on est paralysé complètement. Des picotements dans les membres. Chercher son air, mal partout. Oui, l'impression. Quand on dit rapide, là, c'est en quelques minutes. En quelques secondes, ça fait un pic. Un pic, et vraiment, le pic est extrêmement souffrant. On doit tout arrêter, on pense qu'on étouffe. C'est une impression de mort imminente. Exact. Donc, et c'est vraiment dans les secondes et minutes. Oui. Fait que c'est pas toute l'après-midi ou la dernière heure. Non, c'est pas pendant 6 mois comme le TAG. Non, c'est vraiment c'est intense rapidement. Puis ceux qui en ont déjà vécu, qui nous écoutent, c'est clair qui vont reconnaître ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'est la crise de panique. Puis c'est vraiment limité dans le temps. Ça, c'est autre chose aussi qui est très souffrant. Très, très. Ça peut habiter toute forme d'anxiété. Mm-hmm. Généralement, par exemple, c'est un signe d'alarme, je vous dirais. On peut en faire une comme ça. Faut quand même se poser la question, aller voir son médecin, faire un bilan, dire, voyons, Mais généralement, c'est quand le verre d'eau déborde. C'est que tous nos mécanismes qu'on essaye de contrôler, nos inquiétudes, de compenser, de prendre, ne fonctionnent plus. Et là, boum. Des signaux d'alarme que notre corps nous envoie. Oui. Donc, il faut vraiment le prendre en considération, ne jamais dire c'est juste de l'anxiété. Oui, puis pourquoi aussi que je suis si heureuse que tu viennes partager aujourd'hui, Marie, c'est que tout ça, c'est tellement souffrant pour les gens, mais c'est aussi plus qu'on reste longtemps,
que ce soit dans l'anxiété, que ce soit dans le temps, que ce soit la crise de panique, plus qu'on souffre dans le temps et plus qu'il y a des impacts. Parce que comme ça, si je prends la crise de panique, de ne pas savoir que c'est une crise de panique que je vis, les gens, automatiquement, ils viennent avec l'inquiétude de l'en revivre une autre. Et d'être dans l'inquiétude et la peur d'en revivre, bien là, on génère de l'anxiété et ça risque de générer trouble panique. Exactement. Là, on commence avec les inquiétudes à changer nos comportements pour des fois que je développerais des symptômes de malaise, puis on commence à aller au cinéma ou à plus aller au cinéma ou on se met en retrait, toujours proche de la porte. On commence à être hyper vigilant de dire « Oh non, faut pas que je chante ça, puis faut pas que j'aille proche de telle affaire, ou faut que je sois prête à partir, je prends plus mon auto. » Là, s'installent vraiment des comportements, des très gros comportements d'évitement et des inquiétudes constantes de refaire une attaque de panique. Et là, le trouble panique complet s'installe. Le trouble panique, c'est qu'on a des inquiétudes et des changements dans son fonctionnement, quitte à ne plus aller travailler, ne plus sortir par peur de faire une attaque de panique et d'avoir un malaise en public. Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que, puis tu sais, c'est aussi banal que depuis aller à l'épicerie, là. Parce que ce qui arrive, c'est lorsque la personne vit ça, la crise de panique, qu'elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Puis d'ailleurs, juste petite parenthèse, c'est le pourquoi que je tiens à ce qu'on parle de tout ça. Tantôt, quand tu disais on veut déstigmatiser, c'est que plus qu'on partage l'information, d'ailleurs, partagez le podcast, partagez les émissions, parce que plus qu'on partage l'information, plus que les gens arrivent à comprendre, plus qu'on va aussi diminuer les stigmas, les jugements, moins que les gens vont souffrir, puis plus les gens vont pouvoir se comprendre et avoir de l'aide et savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Parce qu'avec la crise de panique, entre autres, il y a des éléments à ne pas faire, mais quand on le sait pas, on le sait pas. Puis ce qu'on a tendance à faire, c'est exactement ce qu'il ne faut pas et qui empire le tout, donc éviter les endroits. Parce que quelqu'un qui vit une crise de panique et qui n'a aucune idée de ce qu'il vit, il souffre énormément. Et là, notre cerveau, c'est normal, là. On veut éviter ce qui nous fait souffrir. Donc, si la personne a fait une crise de panique au cinéma ou à l'épicerie ou même à l'école, la personne va ne plus y aller, en fait, parce que cherche une explication pourquoi elle s'est sentie comme ça. Exemple, au cinéma, la personne ne va plus aller au cinéma parce qu'elle va associer dans sa tête, c'est parce que je suis allée au cinéma. Puis, va dire, OK, c'est pas grave, c'est une sortie, je ne vais plus, mais ne plus aller à l'épicerie, ne plus aller à l'école, ne plus aller au travail, ne plus passer sur les ponts pour traverser, que ce soit Rive-Sud de Montréal ou Rive-Nord, peu importe, parce que la crise de panique s'est faite là. Eh bien, ça nuit à la vie puis au fonctionnement. Et là, ce comportement-là d'évitement, c'est le contraire. C'est exactement ça qu'il ne faut pas faire. Entretient. Exact, parce que là, notre cerveau va enregistrer, OK, quand je vais à l'épicerie, c'est ça qui m'enclenche des crises de panique. Donc, la personne devient littéralement plus capable d'aller à l'épicerie ou peu importe l'endroit parce que son cerveau associe que c'est là la souffrance. Puis, n'oubliez pas la souffrance, comme tu as nommé, la personne a l'impression qu'elle va mourir. C'est intense, là. C'est vraiment grave. Là. C'est comme ce que et ça aussi, fait mal. Il y a l'autre partie qu'il y a d'autres personnes qui vont le vivre plus de façon psychique, puis sont certains qu'ils sont en train de devenir complètement, j'utilise rarement ce mot-là, fou. Oui, bien c'est la folie, c'est beau. La folie, c'est très beau pour moi. Oui, j'en suis. Je trouve qu'une douce folie, c'est tant qu'on fonctionne. Oui, puis il faut s'amuser, mais c'est parce que c'est les termes que les gens. C'est pas nous qui étiquettent les gens, mais c'est ce que les gens vont nous dire dans le bureau. Vraiment. J'ai l'impression que je suis rendue que fou. Je suis en train de virer folle. Ils vont m'envoyer à l'hôpital, ils vont me garder. Ils vont vivre une dissociation. Ils vont comme se sentir dans un film. Ils vont dire, moi, c'est comme après, je me sens être totalement extérieure à mon corps et je sens que je suis plus dans la réalité. Et ça fait très peur et ils ont peur. Donc, c'est autant la peur d'avoir une crise cardiaque versus la peur de complètement perdre le contact à la réalité et ne plus jamais en revenir, devoir être hospitalisé et rester là. Je vous assure que ça n'arrive pas avec une attaque de panique. Non, vraiment pas. Mais c'est ça, c'est que c'est vraiment, faut pas se rendre à l'agoraphobie. Les comportements d'évitement extrême, on est dans un autre diagnostic. On n'est pas là pour tous les critères, mais ce que tu décris, c'est de l'agoraphobie, où là, on se met à carrément avoir vraiment des comportements cristallisés de ne plus sortir nulle part. De rester chez soi par peur de développer des symptômes paniques. Oui, donc d'où l'importance de parler de tout ça parce que le réflexe normal va être d'éviter, mais il ne faut absolument pas faire ça parce que chaque fois qu'on évite, c'est là qu'on augmente notre souffrance puis qu'on s'en va vers une maladie ou un trouble quelconque. Donc d'où l'importance de partager tout ça. Puis en fait, je vous conseille tout simplement de consulter si jamais ça l'arrive parce que c'est très facile. C'est très facile. C'est dur de vivre de l'exposition, mais je veux dire, c'est des techniques, c'est des éléments très simples. C'est
à travailler, c'est au niveau de l'exposition que vous pouvez faire facilement en accompagnement avec un psychologue, psychothérapeute ou même seul, c'est pas trop intense. On n'est pas obligé de le faire en accompagnement. Donc, c'est quelque chose qui est évitable justement de pas, que ça l'aggrave pas. D'où l'importance de partager l'information pour ne pas se rendre là. Parce qu'il faut pas éviter, c'est le contraire. Puis, je voudrais juste partager un truc parce que je suis comme ça. Je partage toujours des trucs et des conseils. Puis, même si on avait dit que le podcast, ça serait pour donner des informations à mieux comprendre, mais je veux vraiment partager un truc par rapport à la crise panique parce que c'est bien beau de dire qu'il ne faut pas éviter, puis c'est souffrant puis consulter, mais le truc le plus efficace, c'est vraiment la respiration. Il ne faut surtout pas quitter les lieux. C'est sûr, par contre, si jamais vous êtes en voiture puis vous êtes en train de faire une crise de panique, c'est sûr, la sécurité en premier. Essayez de vous garer sur le côté de la voie, de l'autoroute, peu importe où est-ce que vous êtes. La sécurité en premier, c'est sûr. Mais si vous êtes à l'épicerie, à l'école, au cinéma, peu importe l'endroit, chez des amis, dans un souper, ne quittez pas les lieux parce que c'est en quittant les lieux, pendant que vous êtes en train de vivre la crise de panique, c'est là que le cerveau, il fait une marque puis qu'il enregistre qu'il y a un danger et c'est là que ça augmente puis qu'on s'en va vers ce qu'on est en train de parler tantôt. Puis en passant, paniquez pas. C'est pas après 2-3 crises de panique qu'on est dans l'agoraphobie ou qu'on est dans le trouble panique. Là, ça perdure dans le temps. Là, là c'est vrai qu'on est allé d'un à l'autre, mais il y a une progression entre tout ça. Exactement. C'est pas après 2 fois ou après 2-3 semaines, mais on a nommé vers où le pire que ça pourrait se rendre, mettons. Donc, l'essentiel, premièrement, c'est de ne pas quitter les lieux. Super important. Et ensuite, sur place, et là, je partage l'information autant pour la personne qui vit la crise de panique que si vous êtes avec quelqu'un qui vit une crise de panique, c'est la respiration. Oui, exactement. Tu as un bon vidéo là-dessus sur ta chaîne YouTube, je pense, qui est excellent. Oui, sur la chaîne Mélanie Richard, pas sur la chaîne du podcast. Sur la chaîne Mélanie Richard. Sur la chaîne Mélanie Richard, c'est vrai, merci. La relaxation respiratoire. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on stimule notre nerf vague. Vous ne savez pas, je n'ai pas mon cerveau, mais le lien entre le cerveau et le corps, pourquoi qu'on sent ça tant physique, le cœur, le battement cardiaque, c'est notre nerf vague. Oui. Donc, quand on respire, le nerf vague, c'est c'est dans notre système nerveux autonome qui va aller faire la relaxation, qui va diminuer le rythme cardiaque. Donc, on va le stimuler avec la respiration. On va aller se détendre. En fait, il faut vraiment, ça a une action, pas juste, c'est pas une action au niveau seulement calmant au niveau de l'esprit. Ça a une action neurophysiologique. Je suis pas la meilleure pour vous expliquer ça, mais vraiment ne pas hésiter. La respiration, en fait, c'est l'affaire la plus puissante parce que ça nous calme autant au niveau psychologique que physique. Biologique, oui, exactement. Puis au niveau psychologique, en fait, c'est toujours important, puis je le dis toujours dans mes vidéos, c'est qu'on gonfle le ventre, on respire par le ventre parce qu'il y a le relâchement du diaphragme qui envoie des sécrétions d'hormones au cerveau. On se calme les nerfs, on va pas mourir. Les hormones, lesquelles, c'est pas important. Là, je reviens à la respiration parce que c'est là, autant la personne qui vit la crise de panique que la personne qui l'accompagne, qui voit quelqu'un qui vit une crise de panique, le dire « Calme-toi, tu vas pas mourir. » Ben non, c'est pas ça, tu paniques pour rien. Ça l'aide en rien. Comme j'ai dit, l'anxiété ou la crise de panique ne se calme pas rationnellement, ça marche pas, au contraire, ça augmente. Donc, ce qui marche, c'est l'anxiété. Ce qui marche pour la crise de panique, c'est l'anxiété. La respiration. Et un truc que je donne, si vous êtes accompagné, de dire à la personne, regarde-moi dans les yeux. Exactement. Et respire avec moi. Et de toucher, on ne faisait pas ça pendant la pandémie, mais là, maintenant, on peut prendre les mains ou prendre le bras de l'autre, le toucher, puis dire, regarde-moi dans les yeux et respire avec moi. Et là, il faut inspirer lentement et expirer lentement en gonflant la bédaine. Puis ce que ça va faire, en fait, c'est que la personne là, qui est en train de paniquer, puis dans sa tête, qui pense qu'il va mourir, puis le cœur qui débat, puis qu'elle cherche son air, puis qu'elle panique vraiment littéralement dans sa tête en pensant qu'elle va mourir, c'est de la ramener dans le ici maintenant en lui disant « Regarde-moi », le toucher aussi, ça aide, il y a un contact physique, et en la guidant au niveau de la respiration pour l'amener. Puis c'est vraiment pas long, là. Ça prend quelques minutes, quelques respirations et la personne se ramène, devient apaisée physiquement, psychologiquement, pour toutes les raisons qu'on vient de nommer aussi au niveau neurobio. Donc, c'est vraiment l'élément le plus essentiel, la respiration. Et par la suite, la personne va être épuisée parce que c'est très demandant pour le corps, tout ça. C'est drainant. Donc, la décharge adrénergique est très... l'adrénaline, notre corps est en état d'éveil. S'assurer toujours que, vous avez fait, si c'est votre première attaque de panique, il faut vraiment aller consulter, être sûr justement d'avoir un petit bilan, que votre médecin vous confirme qu'il n'y a rien. L'attaque de panique, une fois c'est confirmé au niveau médical ou de l'infirmière praticienne, c'est important d'avoir cette confirmation-là. Une fois que ça, on le sait, personne ne meurt d'une attaque de panique. C'est extrêmement souffrant,
Mais je vous rassure, en faisant l'exercice de respiratoire, ça, il n'y a jamais personne qui est mort d'une attaque de panique. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. On ne meurt pas de ça. C'est très souffrant, par contre. C'est très souffrant à vivre. C'est très... mais l'exposition, le fait d'avoir une attaque de panique ne va pas... n'entraîne pas la mort. C'est pour ça que c'est important au début d'identifier ça avec son médecin de famille, être sûr avec les bilans que c'est pas juste de l'anxiété, c'est pas juste, mais qu'il y a un mot pour ça, qu'il y a des bons traitements qui existent et médicalement, il n'y a pas d'inquiétude au niveau physique. Et la preuve vivante, on a eu Marie-Soleil Valin qui nous en avait parlé dans l'autre podcast. Oui. Elle en avait vécu des crises de panique et tout. Donc, on l'avait travaillé. Elle était venue, c'était avec moi en accompagnement. Donc, elle avait passé à travers tout ça et c'était ça qu'on avait partagé dans le podcast, entre autres, l'exposition et tout. Donc, on n'en meurt pas, au contraire. Donc, je pense que pour les crises de panique, on va s'arrêter ici. Oui. Au moins, on a partagé de l'information et surtout le truc ultime qui est la respiration. Ne pas quitter l'endroit et la respiration et consulter pour aller chercher de l'aide, de l'accompagnement à travers ça. Super important. Une confirmation par son médecin de première ligne et puis vraiment toujours aller chercher de l'aide psychothérapeutique. Le trouble anxieux, les troubles anxieux sont extrêmement bien soignables. J'ai le goût de dire, si j'avais à choisir une maladie dans toute cette souffrance-là, ce livre complet de maladies au niveau de maladies mentales qu'on peut développer dans une vie autant que des maladies physiques, je choisirais le trouble anxieux parce que on est rendu avec des thérapies très, 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 très efficaces. Thérapie cognitivo-comportementale, que tu connais, tes psychothérapeutes. Les thérapies de la troisième vague, la pleine conscience qu'on ajoute au cognitivo-comportemental. Donc, vraiment, il faut se dire qu'il y a des traitements très, très, très efficaces. Exactement. Il y a plein de possibilités. Efficaces. Donc, c'est vraiment une des pathologies en psychiatrie. Nous, on va voir les cas les plus sévères, c'est sûr, où une dépression va se développer de ça, où vraiment la personne... il y a des troubles anxieux qui sont plus compliqués, qui sont particulièrement résistants et qu'un psychiatre le médecin de famille va faire une référence en psychiatrie. Le trouble obsessionnel compulsif, qui est très, très, très souffrant, c'est une maladie à base neurobiologique importante. Donc, on doit les voir en psychiatrie et le trouble de stress post-traumatique, absolument. Je voudrais qu'en dehors de ça, il y a d'excellents résultats. Il y a plein de pistes de solutions. Et on peut combiner toujours en maladie mentale, toujours la psychothérapie, toujours la relation d'aide, psychothérapeute comme toi, infirmière, clinicienne ou psychologue, toujours une thérapie. Toujours. C'est possible. Il y a plein de possibilités. Des fois, la médication. Ça, on demande au médecin éventuellement, ou si vraiment il y a une souffrance trop grande. Mais avant de se rendre là, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Toujours de la psychothérapie. Comme psychiatre, on dit toujours psychothérapie, toujours, peut-être, éventuellement, ou si on verra avec la médication, mais il y a toujours place, là. Je dis ça parce que pourquoi qu'on tient tant que ça, pourquoi on tient tant que ça à expliquer aux gens que l'anxiété, c'est pas juste l'anxiété. L'anxiété est une émotion normale de l'être humain, mais le trouble anxieux et le fonctionnement qui est fracturé, qui ne va pas, ça, c'est important. C'est aussi important que toute maladie physique, parce que c'est un facteur de risque important de plusieurs maladies physiques qui vont être exacerbées, l'hypertension, par un état chronique anxieux. Il faut toujours, ce qu'on sait maintenant là, du brain-body medicine, de la médecine autant au niveau psy que la médecine physique, c'est qu'il faut toujours soigner les deux. Donc, si on a une hypertension, il faut aller voir les facteurs psychologiques qui peuvent avoir une incidence sur plein de maladies physiques. La dyspepsie, les troubles digestifs, le syndrome du côlon irritable. Il faut vraiment aller soigner l'anxiété pour en arriver. Il faut toujours soigner dans une espèce de globalité. Ça, c'était pas un courant qui existait. Là. Je vous dis, si vous tapez Brain Body Medicine, vous allez voir, c'est vraiment la médecine... c'est vraiment l'approche de ne plus séparer la maladie mentale, la maladie physique, d'avoir une santé globale, puis de ne pas être gêné de ça, parce que c'est une maladie comme une autre, puis il y a vraiment des choses à faire. En fait, c'est ça. Je toujours choisirais un trouble anxieux, avoir ça, parce qu'il y a tellement de bonnes réponses. Et nous, en termes psychiatriques, comme psychiatres, dans les départements, ce n'est pas des maladies jugées lourdes.
Non, OK? exact. Puis pourquoi on met beaucoup l'accent, puis j'ai accepté, en fait, de venir parler, c'est que, justement, il y a souvent ce discours-là de santé mentale, santé mentale. Je suis très d'accord avec ça, de promouvoir la santé mentale, les balances, les bonnes habitudes de vie. Par contre, il ne faut pas avoir peur de consulter. Il ne faut pas prendre ça comme un échec si je développe un trouble. Finalement, j'ai eu quelque chose ou biologiquement, j'en ai trop dans ma famille, comme un cancer. Un cancer, ben, on va prévenir le cancer. Maintenant, on a une liste d'aliments qu'il faut éviter pour développer des cancers. Hein. Si, malheureusement, je fais tout ça, puis je développe un cancer, est-ce que toi ou moi, on va se sentir mal? De dire, hey, non, je suis vraiment en poche, j'ai développé un cancer. Mais non, probablement que vous l'avez dans vos gènes, probablement que vous avez eu de l'exposition à des cancérigènes, probablement, on ne le sait pas. On ne sait pas tout en médecine, mais c'est important toujours de se dire que c'est pas de votre faute si vous avez développé un trouble. Puis l'anxiété, c'est que si vous vivez avec ça longtemps, je dis toujours à mes patients, on dit toujours à nos patients, l'anxiété, c'est le lit pour la dépression. Exact. Il y a des dépressions qui vont se développer comme ça pour d'autres raisons. C'est pas le sujet aujourd'hui. Beaucoup de génétique encore là, des stresseurs, des troubles, des gros traumas psychologiques relationnels. Mais il y a une portion de la dépression, on dit qu'en général, un trouble anxieux non traité a 60% de chances de finir en dépression. C'est les mêmes voies. En fait, c'est aussi de la médication qui se ressemble beaucoup. C'est les mêmes voies sérotoninergiques puis noradrénergiques. Malheureusement, c'est lié. Donc, quelqu'un qui resterait en trouble, non pas de l'anxiété, là, mais en trouble très longtemps, bien, on le voit arriver, s'il n'est pas soigné au niveau psychothérapie, prise en charge, un bilan, 60% de risque de tomber vraiment en dépression. Et là, c'est dur à soigner. La dépression n'est pas une maladie nécessairement facile à stabiliser. Donc, d'où l'importance de démystifier, de se comprendre, d'aller chercher de l'aide parce que, justement, aussi, j'allais dire banal, c'est pas banal l'anxiété, mais ce que j'allais dire, c'est comme qu'on expliquait au début du podcast, on en vit tous. C'est normal de vivre l'anxiété, mais de vivre l'anxiété chronique sur le long terme, quotidiennement, quand on est plus aussi vers le trouble, mais c'est là que c'est dangereux parce qu'au niveau psychologique, le cerveau change, en fait, puis là, on se rend en dépression. Donc, ça fait partie des éléments aussi à éviter d'aller... De se comprendre plus rapidement, d'aller chercher de l'aide plus rapidement. Parce que ça peut être évitable, tout ça. Tout ça est évitable. Tout ça est évitable. Le fait on peut pas toujours éviter de développer un trouble anxieux, mais le fait plus on va consulter tôt, c'est comme dans toute forme de maladie en médecine, hein, c'est les principes de promotion de la santé qui existent en médecine physique, qui maintenant s'appliquent partout. C'est plutôt, et on remarque que la barrière à la consultation, c'est l'accès. Ça, c'est sûr que je vais promouvoir l'accès. Il faut améliorer l'accès aux soins en santé mentale, ça, c'est ça. Mais il y a surtout le stigma. Il y a des maladies, les gens vont automatiquement les consulter. Je saigne, j'y vais. Mais on est en train de briser ça. Je vous dirais tranquillement. Je dirais que tranquillement, on y va. Surtout par les médias sociaux, les podcasts, quelque chose qui normalise, qui dédramatise tout ça. Mais ce qui va bloquer l'accès, c'est surtout ça. Et là, si on rentre dans une non-fonctionnalité, on évite... On n'est pas soigné, on tombe en dépression carrément. Le neurone, le cerveau, on est fait de plein de neurones. Hein. Le lobe limbique, à un moment donné, s'épuise complètement. Complètement. Donc, il faut vraiment intervenir avec la psychothérapie assez tôt, merci. Donc, une autre raison importante de partager l'information, que les gens comprennent c'est quoi de l'anxiété, de pas aussi penser qu'on est fou parce qu'on vit de l'anxiété ou parce qu'on est pris dans nos pensées, de défaire aussi les fausses croyances de je veux pas aller consulter, je suis faible d'aller consulter. En fait, c'est le contraire. C'est une force d'être capable de dire « Hey, là, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, je me comprends pas. Je vais aller chercher de l'aide pour m'outiller, pour m'accompagner dans ça. » Parce qu'il y a tellement de choses qui sont possibles. Et c'est possible, là. En fait, on a parlé de plusieurs éléments, que ce soit la crise de panique, trouble de panique, le TAG, qu'on s'est rendu à la dépression, mais tout ça est évitable, puis ce n'est pas un automatisme, puis on ne se rend pas nécessairement à une médication. L'anxiété de base, c'est facilement traitable. Puis je dis même pas de traiter parce que c'est pas une maladie, c'est normal d'en vivre l'anxiété, c'est d'apprendre. En fait, pour ce qui est de l'anxiété, c'est pas de traiter, on n'est pas dans la maladie, c'est d'apprendre à comprendre, moi, comment l'anxiété se manifeste sur moi, pour que je me comprenne moi, parce que tout le monde, on est différent, ça se manifeste pas tout de la même façon, puis que je
je puisse savoir que ça, c'est mes signaux, mais j'ai mes signaux d'alerte aussi. Si moi, tout d'un coup, je m'isole, ça peut se peut, ou je vais plus au gym, mais peut-être que moi, c'est ça mon signal que, oups, signal d'alarme, il y a de quoi qui se passe. Peut-être que là, je suis trop envahie par l'anxiété, puis de m'observer, puis savoir quoi faire avec ça, gérer mon anxiété, apprendre à vivre avec, puis comment m'en libérer, parce que ne pas rester pris dans ça et être envahi par l'anxiété. Donc, tout ça, c'est des éléments importants, puis quand on apprend ça, parce qu'on est tous différents, puis on en vit tous, mais ça évite les autres éléments. Tout à fait. Puis je dirais qu'on le fait pour même tu me fais penser à ça. On a les deux des enfants qu'on adore. Oui, on le fait aussi, comme dans toute maladie. Hein, je vois en médecine, on fait toute la médecine physique avant d'aller en psychiatrie. Puis il y a beaucoup de gens qui vont consulter à l'avance. Je le fais aussi pour mes enfants. Ils se testent au niveau génétique, savoir c'est quoi leur risque. C'est un cadeau pour... Si vous apprenez à reconnaître l'anxiété, à le nommer, à connaître les impacts, à augmenter votre capacité à le contrôler par la relaxation respiratoire, être ouvert à ça, aux meilleures habitudes de vie. Le déstigmatiser, c'est un exemple. Vous êtes un exemple. Et les enfants qui vous suivent, et même pas juste vos nièces, vos neveux, dédramatiser, rendre ça normal. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Identifier l'émotion, c'est un cadeau que vous faites pour votre famille. Même jusqu'à dire, après une consultation avec votre médecin ou infirmière praticienne, qui vous dit, bien écoutez, it runs in my family. Tu sais, c'est quelque chose qui est présent là, dans ma famille. Vous protégez votre enfant parce qu'elle a vos gènes. Votre enfant a vos gènes ou votre enfant a les gènes de votre conjoint ou votre conjointe. On est tous avec des gènes et une prédisposition. Donc, ça va lui donner des outils, comme ça va lui donner des outils plus tard. Que tu donnes. Ben encore là, en fait, je veux dire le parent. Oui, le parent. Ce que je veux dire, c'est pour que ses enfants aussi. C'est que j'adore ce que tu dis, c'est que si la personne apprend à identifier l'anxiété chez elle, à la gérer, quoi faire avec ça, même juste de s'instaurer, de respirer plus souvent, faire du sport, je trouve que c'est un bel exemple pour les enfants. Sans dire aux enfants, c'est important, non. On est toujours l'exemple de nos enfants, de par nos comportements. Oui, de dire le bien-être, tout ton corps, c'est important. Et que tu aies un symptôme au niveau de la tête, du cœur, des pieds, il n'y en a pas de honte. C'était pas un modèle qui existait avant. Là. On va se le dire, c'est la jeune génération, j'enseigne à l'université, toi aussi tu enseignes à l'université, c'est beau de voir ça. Ah oui, il y a une belle ouverture. Qu'il y a une... et je pense vraiment qu'on est dans ce mouvement-là juste en faisant un podcast. Et je salue tout le monde qui travaille là-dessus. Parce que vraiment, ou même tes invités qui ont... qui partagent cette vulnérabilité-là parce que ça n'empêche pas de fonctionner dans la vie. Ça n'empêche pas de fonctionner dans la vie. Et ça, c'est un cadeau que vous faites à votre famille, à vos amis, à vos enfants. À soi aussi. Oui, à soi. À soi, d'éviter tant de souffrance. Puis puisque c'est justement, quelque chose comme une émotion qui est normale de vivre, d'apprendre à l'identifier. Puis je dirais, mais on pourrait peut-être même terminer là-dessus. Dans le sens, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais même qu'on pas attendre d'en vivre l'anxiété, dans le sens que pourquoi ne pas se questionner maintenant, c'est quoi moi? Parce que c'est sûr, sincèrement, là, avec la pandémie là, qui s'est passée il y a pas si longtemps, il y a personne sur la planète présentement qui peut dire qu'il n'a jamais vécu d'anxiété. Exactement. Donc, c'est intéressant. Oui, exact. Donc, tu me diras, il y a personne, tu sais, on n'en vit pas tout à la même intensité, c'est pas tout pareil, mais à cause de la pandémie qu'on a eue, voyez ça? On pourrait dire que c'est un beau cadeau, un cadeau empoisonné. Mais avec ce que j'allais dire, c'est que vu la pandémie qu'on a vécue, il n'y a personne présentement, là, en ce jour que le podcast est tourné, c'est sûr, peut-être dans 20 ans, un jeune de 15-20 ans qui écoute le podcast va dire « Moi, j'ai jamais vécu ça », mais mettons présentement, à l'heure actuelle, que le podcast est tourné. Il n'y a personne qui n'a jamais vécu d'anxiété à cause de la pandémie. Donc, je crois que ça vaudrait la peine, je vous le propose, de prendre un temps, de vous questionner, c'est quoi vos manifestations de l'anxiété? Comment ça se manifeste chez vous? C'est-tu dans vos comportements? Au niveau de votre sommeil? C'est-tu le cœur qui débat? Serrez-vous des dents? Moi, je serre plus des dents, je serre des poings. C'est-tu... Moi, je sais que je vais devenir bête. Je ne suis pas juste irritable, je deviens bête. Fatiguée, la fatigue. Ouais. Est-ce que, tu sais, j'aurais plus le goût de parler à mes amis? Donc, d'identifier, là, je parle dans les comportements, mais physiquement aussi. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiquement? Il y en a qui vont avoir plus faim, il y en a qui auront plus faim, il y en a que l'appétit va être coupé.
couper. Justement, on en parlait tantôt au début du podcast où tu me disais, moi, je mange pas. Oui. Moi, j'ai pas faim quand je suis anxieuse ou stressée. Puis moi, je t'ai répondu, moi, je mange du chocolat. Je conduisais en m'enfant, je disais à l'amour de ma vie, mon mari qui me dit, tu n'as pas déjeuné. Je dis, moi, quand je suis stressée, je ne mange pas. Ben, il dit, c'est clair, hein? Je dis, ouais, moi, je sais, je ne mange pas, mais finalement, en arrivant ici, en voyant ton visage, entendre ta voix, je me sentais, comme j'écoute ton podcast, en terrain connu. C'est comme j'ai eu le goût de manger. Et heureusement, il y a des muffins dans son. Fait que t'as pu manger avant qu'on commence. Tu vois, je me sens bien. Pour moi, j'avais plus de nausées, j'avais plus non, on se retrouvait en terrain connu pour moi. Même si je suis jamais venue ici, mais je t'ai vu, donc tu étais là. Et puis, j'ai faim. Mais c'est sûr que de s'arrêter puis de se poser. Là, attends une minute. Ouais. Là, je te coupe. Ouais. Là, je te coupe maintenant. Ah oui? Je te coupe vraiment et tu continueras après parce que c'est très beau ce que tu viens de dire. Marie, merci de t'ouvrir dans ce que tu viens de partager. Oui. Ça a l'air banal, mais ça ne l'est pas. Tu viens de partager, toi, comment ça se manifestait chez toi. Puis moi, ce que j'allais dire, c'est que moi, je mange du chocolat. Fait que moi, j'engraisse, c'est le contraire, mais sincèrement, en tant que, tu sais, oui, je le sais, on est des amis, mais là, tu es sur un podcast, tu viens parler en tant qu'experte, médecin psychiatre, docteur Côté, de t'ouvrir, de te vulnérabiliser comme ça. Ben, je trouve que ça me fait chaud au cœur parce que je trouve ça important. Puis les gens qui vont écouter que même une psychiatre qui gagne sa vie à aider les gens, à traiter les gens, toi aussi, tu peux en vivre. Fait que merci de l'avoir ouvert puis de partager comment ça se manifestait sur toi. Je trouve que c'est pas banal. Vraiment pas. Fait que merci de l'avoir. Merci. C'est vraiment parce que. C'est précieux ce que tu viens de nommer. Oui, ce n'est qu'un des symptômes, mais merci, c'est gentil. Mais non, mais je trouve que c'est important parce que ça normalise, pas banal, mais ça normalise. Je pense que ça va aider à déstigmatiser. Vous pourrez le nommer vous-même dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui écoutent, mais toi, en tant que psychiatre, de partager ce partie-là de toi, parce que toi aussi, tu es un être humain, puis à quel point c'est normal qu'on en vit tous. Je trouve que c'est vraiment votre médecin, vos professionnels de la santé. Tout le monde. Tout le monde. Même c'est moi, pas plus facile parce que nous, on est en relation d'aide, puis on est formé, on n'est jamais médecin pour sa famille et pour soi-même. Tout le monde. Donc, vraiment, et pour être à l'université, je trouve justement que la formation est différente, qu'on contribue là c'est beau le mouvement qu'il y a présentement. Oui, en montrant que, je veux dire, la plupart des médecins, on est formés, des aidants, des professionnels de la santé, on est formés à ça et nous-mêmes, on leur apprend à être plus en contact avec eux-mêmes, justement, à analyser, autant qu'au niveau physique, notre profil biologique. Parlez à vos parents, parlez à ceux avec qui vous avez des gènes. Ils vont vous dire. Ils ne vous le diront pas, moi, j'ai déjà eu des attaques de panique. Posez la question, vous écoutez maintenant, il n'y en a pas, dire, ben moi, il y en a dans notre famille, là, des troubles anxieux, puis avoir comme quelqu'un va dire, est-ce qu'il y a des cancers, des inquiétudes. S'ils savent, oui, exact, puis s'ils ne savent pas, les gens vont dire, ben, ils sont bien des inquiéteux, puis des choses comme ça, ils sont bien inquiets. Puis dans le fond, pour finaliser, c'est qu'on s'en allait avec tout ça avant que tu ouvres ton beau partage qui m'a... Je trouvais ça touchant que tu partages pour les gens, c'est important, c'est précieux, Marie. Puis, dans le fond, le truc, c'est que prenez un moment maintenant, justement, pour vous questionner comment ça se manifeste chez vous, l'anxiété. C'est quoi vos symptômes physiques, psychologiques, le sommeil, les comportements, et aussi questionner la famille, les proches, les enfants, les conjoints. Mon comportement, il change-tu? Puis, donc, avec ce que tu viens de nommer, je pense que ça vaut la peine. Puis, pour pouvoir capable de se comprendre soi-même, d'être capable d'identifier nos signes, nos signaux quand on a envie de l'anxiété, puis après ça, utiliser les trucs, que ce soit la respiration ou tous les autres trucs et conseils. On n'a pas élaboré aujourd'hui dans les conseils, les astuces, parce que c'était pas le but. Non. Sinon, il y en a aussi plusieurs qui ont été partagés dans le podcast avec Marie-Soleil Valin, parce qu'il y en a d'autres au-delà de la respiration. Mais la respiration, c'est vraiment l'exercice le plus puissant. Respiration par la bédaine. Puis on y a tous accès. Donc, je pense qu'on s'arrêterait sur ces belles paroles, Marie. Bien, ça a passé trop vite, comme tous tes invités. Merci de cette invitation-là. Merci d'écouter. Et puis, moi, je réfère toujours à ta chaîne YouTube, vraiment, ou à ton podcast pour tous les trucs qui ne coûtent rien au niveau de la base de la psychothérapie pour
Oui, c'est si le on en but, a en fait. besoin. Ouais. Merci de le partager parce que, oui, il y a le podcast, la chaîne YouTube du podcast, mais j'ai aussi une chaîne YouTube Mélanie Richard que je parle jamais. Mais sur cette chaîne-là, c'est aussi gratuit. Je partage beaucoup des informations, des trucs, des astuces, des conseils parce que mon but est toujours de partager le plus d'informations possible pour aider le plus de gens possible. Ouais. Fait qu'un grand, énorme à toi, Mélanie. Merci de tout mon cœur. Ça fait vraiment plaisir. Docteur Côté. Oh, on repart pas là-dessus. Mon amie Marie. Non, on va rester sur le Marie, hein? Mon amie Marie, j'apprécie tellement que tu aies accepté de venir. Puis, je suis agréablement je m'en ai dit surprise parce que je ne savais pas que ça on se rendrait là, que tu ouvrirais sur ta propre anxiété, comment ça se manifeste. Donc, oui, je suis agréablement surprise. On n'avait pas l'intention d'aller là, mais j'apprécie. Mais c'est que ça s'est présenté ce matin. Je savais pas. Je pensais que je serais plus zen que ça, finalement. Non, c'est vraiment... Ça s'est pas été tout seul. Ça s'est pas été tout seul. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est normal, c'était nouveau, c'était de l'inconnu. Tout est... Donc, puis de s'exposer aussi au grand jour comme ça. Un grand merci, Marie, parce que je suis certaine, je suis convaincue que ça va aider à ce que des gens qui souffrent en silence à se comprendre un peu plus, donner des pistes, amener un peu plus de clarté. Puis on a donné aussi quelques trucs et astuces à travers ça. Fait qu'un gros merci d'être venue. Ben, je te dis, sois heureuse, en santé et sois en paix. Merci beaucoup. Un gros merci. On se revoit bientôt. Certainement. Merci, Marie.